Segubalio, Segubalio, Segubalì, non le urwaye code, nyalel waye ndiuri, tawdel waye bali lampawaye Segubalio, Segubalio, ganano isubar balonda no dimitan salisire, amala jumija, oh demban tanari jigam tuali jola, ali ame julda, yimi Segubalio, Segubalio samba ko ganano isubar, Segubalio, yumma ko yuma samba, o yumana o wato ya ores de mi bonama yura ko edef. Segubalio, Segubalì, kada sama pura si Segubalì resani, Segubalì anda dai kala fuda nanon Segubalì gando Segulangi Seguimani Segubalì ko dikal nyaay to jol, Segubalì samba. Segubalio, kada sama pura si samba resani hata yini dawobe. Sama wadi sarugoto, naigale Segubalì, Il était une fois, dans un petit village paisible niché au bord du fleuve Sénégal, un jeune garçon nommé Segubalì Samba. Issu d'une famille modeste de pêcheurs Tiubalo, il avait grandi avec une connexion profonde à l'eau, aux poissons et aux récits de ses ancêtres qui, comme lui, avaient passé leur vie à naviguer sur le fleuve. Dès son plus jeune âge, Segubalì était fasciné par la pêche. Cependant, il n'était pas seulement doué pour manier les filets et les pirogues, il avait un don particulier pour comprendre les courants du fleuve et anticiper les mouvements des poissons. On disait souvent dans le village que Segubalì pouvait écouter le fleuve, un talent que personne d'autre ne possédait. À l'âge de 12 ans, Segubalì avait déjà fait ses preuves. Un jour, alors que le fleuve était agité par des vents violents et que personne n'osait s'aventurer sur l'eau, Segubalì, courageux et déterminé, partit seul en pirogue. Le village entier observait avec crainte, mais aussi admiration. Contre toute attente, il revint avec une prise énorme, sauvant ainsi les familles du village d'une famine imminente. Ce jour-là, Segubalì n'était plus considéré comme un simple enfant, il était devenu un héros. Sa renommée s'étendit rapidement à tous les Tiubalo du Fouta. Les anciens racontaient avec fierté comment ce jeune garçon, doté d'une sagesse et d'un courage rare, avait redonné espoir à tout un peuple. Segubalì ne se contenta pas de ses succès. Il commença à enseigner aux autres jeunes pêcheurs ses techniques uniques, partageant son savoir avec générosité. Mais ce qui fit de Segubalì une légende, c'était sa bonté d'âme. Il n'était pas seulement un pêcheur talentueux, il avait un cœur immense. Il utilisait toujours ses prises pour nourrir les plus pauvres et veillait à ce que personne dans le village ne manque de rien. Les habitants de Tiubalo disaient de lui qu'il incarnait l'esprit du fleuve, puissant, généreux et sage. Un jour, lors d'une grande cérémonie organisée en son honneur, les sages du village déclarèrent Segubalì, le cœur du fleuve, un titre symbolisant son union indéfectible avec l'eau et les habitants de Tiubalo. Ainsi, Segubalì Samba conquit non seulement les cœurs des Tiubalo, mais aussi l'histoire et les légendes du Fouta, devenant un symbole d'espoir, de bravoure et d'altruisme. Segubalì Samba, bien qu'il fût admiré et respecté par tous les Tiubalo, n'avait jamais trouvé le temps de se marier, contrairement à ses compagnons de génération. Les villageois murmuraient souvent à ce sujet, se demandant pourquoi un garçon aussi brave et aimé ne s'était pas encore lié à une famille. Ce choix, en réalité, n'était pas dû à un manque de prétendantes, car nombreuses étaient celles qui rêvaient de partager la vie de ce héros. Mais derrière cette absence de mariage se cachait une histoire que peu connaissaient, celle de la prophétie de sa mère. La mère de Segubalì, Néné, était une femme à la fois respectée et crainte dans le village. On disait qu'elle possédait une grande sagesse, et certains murmuraient même qu'elle avait des visions du futur. Néné avait consacré sa vie à la connaissance, étudiant les étoiles, les courants du fleuve, et la sagesse des anciens. Un jour, alors que Segubalì était encore un enfant, elle avait eu une vision terrifiante. Cette vision lui montra que l'avenir de son fils bien-aimé était marqué par une destinée tragique, sa fin serait liée à son mariage. Terrifiée par ce présage, Néné décida de garder cette prophétie pour elle, ne révélant qu'à son fils, lorsqu'il devint adolescent,
la raison pour laquelle il devait retarder son union. Mon fils, tu es destiné à accomplir de grandes choses, lui disait-elle souvent, mais sache que le mariage pour toi est lié à ta fin. Ségoubali, bien que dévoué à sa mère et respectueux de sa sagesse, vivait avec ce fardeau. Il continuait d'honorer son peuple, de pécher pour nourrir les siens, mais au fond de lui, il se sentait tiraillé entre son désir de mener une vie normale et la crainte de la prophétie. Il refusait toutes les propositions de mariage, sans jamais révéler la véritable raison, se contentant d'affirmer qu'il avait encore beaucoup à accomplir. Un jour, alors que le village Tiubalo se préparait pour la grande récolte de maïs, une scène inhabituelle fit naître en Ségoubali Samba une réflexion profonde. C'était une période de fête et de dur labeur, où tous les hommes du village, habituellement occupés à la pêche ou à d'autres tâches, se rassemblaient pour les travaux agricoles. Mais cette année-là, quelque chose d'étrange se produisit. Au lieu de voir ses compagnons habituels prendre part à la récolte, Ségoubali constata que presque tous les hommes du village avaient envoyé leurs fils en leur place. Ces jeunes garçons, pleins de vigueur et d'enthousiasme, travaillaient ensemble, riant, partageant des histoires, et contribuant fièrement à la tâche collective. Ségoubali, quant à lui, se retrouva seul adulte parmi une foule de jeunes. Alors qu'il observait cette scène, un sentiment inattendu s'empara de lui. Pour la première fois de sa vie, il se sentit décalé, comme s'il appartenait à un autre monde. Tous ses amis, ceux avec qui il avait grandi, étaient désormais des pères. Leurs fils prenaient la relève, apportant une énergie nouvelle et une continuité à la tradition de leur famille. Ségoubali réalisa que, contrairement à ses compagnons, il n'avait personne à qui transmettre son savoir, personne pour le représenter dans ce moment si symbolique de la vie du village. Le poids de cette solitude se fit sentir. La prophétie de sa mère résonnait toujours dans son esprit, mais pour la première fois, il se mit à douter. Était-il vraiment destiné à rester seul toute sa vie? Était-il condamné à ne jamais connaître les joies de la paternité, à ne jamais voir son propre enfant courir dans les champs ou apprendre l'art de la pêche sous sa tutelle? Alors que la journée avançait, Ségoubali se plongea dans ses pensées, perturbé par ce nouveau questionnement. Il se souvint des moments passés avec ses amis, de leurs rires partagés et des conseils qu'ils lui donnaient régulièrement sur le mariage. Tous avaient trouvé un équilibre entre leur vie d'homme et leur rôle de père, alors que lui se sentait toujours coincé dans une existence entre deux mondes, à la fois adulte et éternellement jeune. Le soir, après la récolte, Ségoubali retourna chez lui, fatigué, non par le travail, mais par les réflexions qui tournaient en boucle dans son esprit. Assis au bord du fleuve, là où il trouvait toujours la paix, il se demanda s'il était temps pour lui de braver la prophétie de sa mère et de suivre le chemin de ses compagnons. Peut-être, se dit-il, qu'il est temps de construire quelque chose au-delà du fleuve, quelque chose qui durera après moi. C'est à partir de ce moment que l'idée du mariage commença à s'installer dans son cœur. Il se dit que, prophétie ou non, il devait vivre pleinement sa vie. Il avait tant à offrir, non seulement à une compagne, mais aussi à un enfant qui pourrait hériter de son savoir, de son courage et de son amour pour le fleuve. Les mois qui suivirent furent marqués par cette réflexion intense. Ségoubali, autrefois si sûr de sa voix, était maintenant prêt à affronter le destin, même si cela devait coûter sa vie. Et ainsi, l'idée du mariage, née d'un simple moment de solitude au milieu des champs de maïs, devint pour Ségoubali une décision irrévocable, malgré la prophétie qui pesait sur lui. Un jour, après la récolte, Ségoubali rentra chez lui, épuisé non seulement par le travail physique, mais surtout par les pensées qui tourmentaient son esprit. Ce soir-là, il ne toucha ni à la nourriture ni à l'eau. Sa mère, Néné, observait son fils avec une inquiétude grandissante. Ségoubali, d'ordinaire joyeux et plein de vie, semblait plongé dans un profond désarroi. Néné, qui connaissait bien son fils et sentait qu'il se passait quelque chose, décida d'aborder la question qui pesait sur son cœur depuis longtemps. Elle s'approcha de lui et, après un long silence, lui demanda avec une douceur mêlée de gravité, « Mon fils, cela fait des années que tu as choisi de ne pas te marier à cause de la prophétie. Mais dis-moi, préfères-tu vivre sans enfant et rester en sécurité, ou prendre le risque d'avoir un enfant, même si cela signifie que ta fin est proche ?» Ségoubali, fatigué de fuir cette question,
la regarda droit dans les yeux et répondit calmement, mais avec une détermination qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Maman, qu'on ait un enfant ou non, qu'on se marie ou qu'on vive seul, nous finirons tous par mourir un jour ou l'autre. Il n'y a pas de fuite possible devant la mort. Mais que vaut une vie sans transmettre ce que l'on a appris, sans laisser un héritage derrière soi? Je préfère vivre pleinement, aimer, et peut-être mourir, que de rester à l'abri de tout et finir seul, sans avoir connu les joies et les peines de la vie. Ces mots frappèrent Néné en plein cœur. Elle savait que son fils avait pris sa décision. La prophétie, qu'elle avait tant redoutée, ne pouvait plus l'empêcher de suivre son destin. Pour Ségou Bali, il était clair que la mort était inévitable, mais le choix de vivre pleinement ou de rester dans la peur lui appartenait. Pour éviter que la prophétie ne se réalise, et désireuse de protéger son fils du sort tragique qui semblait inévitable, Néné, la mère de Ségou Bali, prit une décision audacieuse. Elle se résigna à croire que peut-être, en orchestrant le mariage elle-même, elle pourrait détourner le malheur qu'elle avait vu dans sa vision. Un soir, après une longue discussion avec son fils, elle lui dit « Si tu es déterminé à te marier malgré tout, alors fais-le de manière sage et réfléchie. Va chez ton oncle, ton propre sang, et demande la main de sa fille unique, Kumba Diéwo Mayo. Elle est de notre lignée, une femme forte et respectée. Peut-être que cette union, bénie par notre famille, te préservera du sort que je redoute tant. » Ségou Bali, surpris par ce conseil inattendu de sa mère, se souvint de Kumba Diéwo. Elle était belle, intelligente et avait un esprit indépendant, digne des femmes Tiubalo. Il respectait profondément sa cousine et savait qu'elle serait une compagne capable de comprendre les complexités de sa vie et de son destin. Encouragé par les paroles de sa mère, il accepta la proposition. Le lendemain, Ségou Bali se rendit chez son oncle pour formaliser la demande en mariage. Au fond de lui, il espérait que cette décision, approuvée par sa mère, pourrait peut-être changer la course de son destin. Ainsi, avec une nouvelle détermination, il fit le premier pas vers ce mariage qui, il l'espérait, pourrait le sauver de la fatalité annoncée par la prophétie. Ségou Bali n'était pas un simple pêcheur. Dès son enfance, il avait manifesté un don rare et mystérieux, celui de parler aux animaux et aux esprits du fleuve. Ce don, hérité de ses ancêtres, le connectait profondément à la nature et aux forces invisibles qui entouraient le village Tiubalo. Ses proches avaient rapidement remarqué cette aptitude extraordinaire, mais Ségou Bali préférait garder cette capacité pour lui, en utilisant son pouvoir avec respect et sagesse. Lorsqu'il était seul sur le fleuve, il communiquait souvent avec les poissons, les oiseaux et même les crocodiles, créatures redoutées par les pêcheurs. Il venait à lui sans crainte, écoutait ses paroles, et parfois même lui indiquait où jeter ses filets pour une pêche abondante. Il n'avait jamais besoin de violence pour obtenir ce qu'il voulait de la nature. Les esprits du fleuve, invisibles aux yeux des autres, venaient aussi le voir, l'alertant des tempêtes à venir, des dangers sous l'eau ou des bouleversements à venir dans le village. Ce lien particulier avec le fleuve faisait de Ségou Bali un homme à part. Les habitants du village se demandaient souvent pourquoi il revenait toujours avec de grandes prises, même quand le fleuve semblait capricieux. Mais seule sa mère Ndaté et quelques anciens savaient qu'il entretenait une relation unique avec ses forces mystiques. Quand sa mère lui demanda de se rendre chez son oncle pour demander la main de Kumba Diéwo Mayo, Ségou Bali consulta les esprits du fleuve. Assis au bord de l'eau, il murmura des paroles dans une langue oubliée, transmises à travers les générations des pêcheurs. En écoutant les vagues et le vent, il sentit la présence des esprits autour de lui. L'union que tu cherches, murmurait-il à son oreille, est pleine de mystères. Kumba Diéwo est lié à des forces anciennes, comme toi. Mais sois prudent, car ton chemin est tracé par des forces qui te dépassent. Ségou Bali sentit un frisson parcourir son corps, mais il n'était pas effrayé. Il savait qu'il ne pouvait pas fuir son destin, mais il était prêt à l'affronter avec courage, entouré des forces du fleuve qui avaient toujours veillé sur lui. Malgré les avertissements des esprits du fleuve, Ségou Bali décida de suivre la volonté de sa mère et de se rendre chez son oncle pour demander la main de Kumba Diéwo Mayo. Kumba, consciente du don particulier de Ségou Bali et de son lien avec le fleuve, l'accueillit avec respect. Cependant,
elle n'était pas prête à accepter sa demande sans une épreuve qui prouverait sa valeur. Elle lui posa une condition redoutable, « Je t'accepterai comme époux, Sékou Bali, mais seulement si tu parviens à vaincre l'Angarin Gaolé. » L'Angarin Gaolé était une créature redoutée de tous. Mi-homme, mi-crocodile, elle possédait le pouvoir terrifiant de prendre l'apparence d'un être humain pour se fondre dans la population du village. On disait qu'elle errait la nuit, écoutant derrière les fenêtres, volant des secrets et semant le chaos. Elle connaissait les faiblesses des villageois et utilisait cette connaissance pour manipuler et contrôler les esprits faibles. Aucun homme n'avait jamais osé la défier, car elle était aussi rusée que puissante. Sékou Bali, bien que conscient du danger, ne se laissa pas décourager. Il savait que l'Angarin Gaolé, en tant qu'esprit du fleuve, représentait un adversaire redoutable. Mais avec son don unique de communiquer avec les créatures et les esprits du fleuve, il se sentait préparé à affronter cette épreuve. S'il voulait épouser Kumba et prouver sa bravoure, il n'avait pas d'autre choix que de se mesurer à la créature. La nuit suivante, Sékou Bali se rendit seul au bord du fleuve, là où l'Angarin Gaolé était censée apparaître. Les eaux étaient calmes, presque inquiétantes, comme si elles attendaient le début d'un grand affrontement. Il murmura des prières aux esprits du fleuve, appelant leur aide, puis se prépara à affronter la créature. Peu après minuit, un mouvement subtil troubla la surface de l'eau. L'Angarin Gaolé émergea des profondeurs, d'abord sous sa forme de crocodile, massive et imposante. Ses yeux jaunes brillaient d'une lueur malveillante. Sékou Bali savait qu'il ne pouvait pas vaincre cette créature par la force brute, alors il attendit qu'elle prenne sa forme humaine. Et en effet, sous ses yeux, l'Angarin Gaolé se transforma lentement en une silhouette humaine, grandissant et se redressant, jusqu'à ressembler à un homme du village. Mais Sékou Bali, avec ses yeux perçants, ne fut pas dupe. Il connaissait la ruse de la créature. « Je sais qui tu es, N'garin Gaolé, » dit-il d'une voix ferme. « Et je suis ici pour te combattre. » La lance, toujours confiante et précise, lui souffla à nouveau son plan d'attaque. « Quand tu verras la tête du monstre émerger des eaux, reste imperturbable. Lance-moi directement sur lui. Je traverserai son crâne pour atteindre sa poitrine et déchirer son cœur et ses entrailles. » La confiance de la lance et l'habileté de Sékou Bali étaient des atouts essentiels dans ce duel mythique qui allait se jouer non seulement sur la force, mais aussi sur l'audace et le sang-froid. Sur la rive gauche du fleuve, tous les villageois s'étaient perchés sur les arbres, impatients et inquiets, pour assister au combat annoncé. Ce duel, initié par Kumba Diewo Mayo et ses amis, avait captivé toute la communauté, qui redoutait l'issue face à la créature redoutable, le N'garin Gaolé. Alors que Sékou Bali, connu pour sa bravoure et ses talents, posait son pied dans la pirogue, prêt à affronter le monstre, Kumba s'avança doucement vers lui. Le silence régnait. D'un murmure doux, mais empreint d'une profonde inquiétude, elle glissa à son futur époux, « Faites très attention. » Ces mots, chargés d'émotion, résonnèrent dans l'esprit de Sékou Bali, renforçant sa détermination à revenir victorieux pour Kumba, et pour tout le village. Ce simple avertissement était à la fois une prière silencieuse et un adieu incertain, alors que le destin de tous allait se jouer sur les eaux du fleuve. Le N'garin Gaolé, un monstre redoutable, possédait des capacités terrifiantes qui rendaient le combat encore plus périlleux pour Sékou Bali. En plus de sa force brute, il pouvait tuer avec sa queue, d'une puissance dévastatrice, capable de broyer ses ennemis en un seul coup. Mais ce n'était pas tout. Son regard, bien plus dangereux, contenait une énergie particulière, une sorte de charge électrique capable de paralyser ou même tuer ceux qui croisaient ses yeux. Cette charge libérait une force invisible mais mortelle, rendant le monstre encore plus imprévisible. Ces deux capacités rendaient N'garin Gaolé non seulement physiquement redoutable, mais également mortel à distance, ce qui forçait Sékou Bali à faire preuve de ruse et de vigilance pour ne pas tomber sous ses coups ou être foudroyé par son regard. Armé de sa lance parlante et accompagné de son neveu, Sékou Bali se lança dans la quête pour affronter l'Ngarin Gaolé. Le courage et la détermination des deux hommes étaient palpables. Le chemin était semé d'embûches, mais la conviction de Sékou Bali et le soutien inébranlable de son neveu lui donnèrent la force nécessaire pour mener ce combat crucial.
Ensemble, ils se dirigèrent vers le repère de l'Angar Ingaolé, prêts à affronter la créature avec tout le courage et la force qu'ils possédaient. Le combat s'annonçait intense, mais la combinaison de la magie de la lance et de la bravoure du jeune neveu offrit à Sékou Bali une lueur d'espoir et une détermination inébranlable pour surmonter les obstacles à venir. Le Ngari Ngaolé, une créature au pouvoir redoutable, avait anticipé l'affrontement avec Sékou Bali et communiqua avec lui avant le combat. À travers la brume matinale qui enveloppait le fleuve, la créature envoya un message sinistre à Sékou Bali: nous nous affronterons à la berge, devant tous les villageois, et nul ne quittera ce lieu vivant. Ce défi effrayant résonnait comme une malédiction. Cependant, Sékou Bali, bien que secoué, restait déterminé. La lance qui lui parlait l'encourageait, et il savait qu'il ne serait pas seul. Son neveu, prêt à tout, l'accompagnerait dans ce duel sans merci. Ce duel annoncé n'était plus simplement un combat contre un monstre, mais un affrontement qui impliquait toute la communauté. Sékou Bali, malgré la lourde pression du défi, choisit son piron, une arme redoutable de précision, pour le combat crucial contre le Ngari Ngaolé. Son neveu, fidèle et courageux, se proposa de ramer ce jour-là, prêt à affronter les dangers aux côtés de son oncle. Alors que la lance, douée de paroles, avertit Sékou Bali. Si tu vois apparaître la tête du monstre, ne tremble pas et n'aie aucune peur. Balance-moi directement sur sa tête, et je fendrai son crâne pour atteindre sa poitrine, explosant son cœur et ses intestins. Ce conseil mystérieux représentait la clé de la victoire, la lance possédant la puissance nécessaire pour vaincre la créature, mais tout reposait sur la maîtrise et le courage de Sékou Bali. Cette bataille symbolisait bien plus qu'une simple confrontation physique, elle était un test d'endurance, de confiance en soi, et surtout de foi en cette lance magique. Sékou Bali choisit une pirogue, solide et bien construite, pour le jour fatidique de son affrontement avec le Ngari Ngaolé. Son neveu, plein de courage, prend place à l'arrière pour ramer et guider l'embarcation à travers les eaux troubles du fleuve. La tension était palpable, chaque coup de rame les rapprochant de l'inévitable confrontation. Le combat entre Sékou Bali et le Ngari Ngaolé s'étendit de 6h du matin à 14h de l'après-midi, une épreuve d'endurance et de détermination pour les deux adversaires. Pendant ces heures de lutte acharnée, le Ngari Ngaolé, bien que puissant et redoutable, commença à montrer des signes d'épuisement. Les assauts répétés de Sékou Bali et la stratégie habile mise en place avec l'aide de sa lance, qui fendait le crâne du monstre pour atteindre son cœur, avaient eu raison de la créature. Le monstre se trouvait maintenant sous les eaux, affaibli et haletant. Sékou Bali, épuisé mais résolu, savait que la victoire était à portée de main. Il maintenait sa position, prêt à donner le coup final. Les villageois, perchés sur les arbres, observaient la scène avec une anxiété palpable, conscients que le sort du combat était en train de se décider. Avec le Ngari Ngaolé affaibli et sous l'eau, la victoire semblait se dessiner pour Sékou Bali, mais il devait rester vigilant jusqu'au dernier instant pour garantir la défaite complète du monstre. Bien que Ngari Ngaolé était épuisé pour le combat ardent de Sékou Bali Samba, il a finalement décidé de lever sa tête, ce qui lui a coûté de faire une rencontre mortelle avec la lance magique qui lui a fendu le crâne et explosé le cœur et ses entrailles. Ngari Ngaolé, présumé mort, jeta son dernier et mortel regard à Samba qui lui traversa le ventre et déchiqueta ses entrailles et Ngari lui dit « Moi 14h mais toi 17h ». Les villageois coupèrent la grande queue du crocodile et la famille de Sékou Bali porta leur fils en héros et l'amena chez lui vers 16h48. Il parla avec sa mère Néné pour les empêcher de faire entrer la viande dans la maison, mais avant que Néné ne sorte, la viande était déjà là et Sékou Bali Samba succomba à 17h.